merci Caroline pour ta présentation. Et je suis aussi très heureux de participer à cette journée, puisque parler de naturopathie pour moi, c'est un peu quelque part le fond de moi-même. J'ai consacré une grande partie de ma vie. Maintenant, je me suis un peu retiré, mais je reste toujours à l'écoute et je regarde comment la naturopathie évolue. Et à ce titre-là, eh bien, j'ai aussi des idées ou peut-être des réflexions qui peuvent intéresser tout le monde. Le thème que tu avais choisi pour moi, c'était constat et perspective de la naturopathie. Mais je me suis intéressée au thème de la journée, ce thème passionnant qui était le naturopathe, un acteur clé de la santé intégrative au service du bien-être global. Et quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est un titre fabuleux, ça. Et immédiatement, il m'est venu à l'esprit trois questions. Je me suis dit, le naturopathe pratique la naturopathie. Encore faut-il savoir ce qu'est la naturopathie. La deuxième question que je me suis posée aussitôt, c'est le naturopathe acteur clé de la santé intégrative. Mais je me suis dit, est-ce que cette santé intégrative est bien définie? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire santé intégrative? Et puis, il y a une troisième question qui était sur la fin de la formule, au service du bien-être global. Et je me suis dit, mais comment, à quoi correspond le bien-être global? Alors, à ces trois questions, je vais y répondre. Si toutefois je me suis interrogée sur ce titre-là, c'est parce que c'est à cause surtout de mon ancienneté et de ma pratique sur des milliers de personnes de tous âges, ma collaboration avec différents professionnels de santé, comme les allopathes, les homéopathes, les ostéopathes, acupuncteurs, etc., sophrologues. Et ce temps passé m'a appris à me méfier des mots et des concepts. Alors, je vais revenir sur le premier questionnement, la naturopathie. Le naturopathe, selon la philosophie et l'approche hippocratique, se définit par l'aide spécifique que l'on peut apporter à un malade pour que ses capacités d'auto-guérison normalisent et harmonisent l'ensemble de ses fonctions. Cette phase d'harmonisation des fonctions doit être en adéquation avec son environnement. Lorsque ces fonctions sont en adéquation avec l'environnement, ça a un nom, ça s'appelle la guérison et ça débouche systématiquement sur un état que l'on recherche tous, qui est celui de la santé. La naturopathie est donc une médecine de santé. Je dis cela par rapport à la médecine allopathique, qui est une médecine de maladie. Et ces deux termes qui se ressemblent n'ont pas du tout la même vocation et la même finalité. L'ambiguïté entre médecine de santé et médecine de maladie est née de la confusion que nous faisons entre les manifestations symptomatiques qui correspondent à celles de l'auto-guérison, qui est un passage obligé pour retrouver la santé, et les symptômes qui correspondent à dysfonctionnements organiques que l'organisme ne peut plus régler par lui-même et qui demandent une assistance médicale pour pouvoir continuer à vivre dans les meilleures conditions. Évidemment, les symptômes sont regroupés, la médecine moderne l'a regroupé en maladies. Mais la maladie qui permet de retrouver la santé n'est pas une maladie. C'est simplement une crise particulière que l'organisme déclenche parce qu'il en détient les pouvoirs. Et c'est ce déclenchement de cette crise qui redonne la santé n'appartient pas au naturopathe, n'appartient pas à la pratique naturopathique. Elle est innée en nous, elle est donnée à la naissance à tous les êtres qui vivent cette planète. Autrement dit, tous les êtres ont la faculté de s'auto-réparer, de s'auto-normaliser. Sauf que depuis un siècle environ, nous avons oublié cette notion et nous avons pensé que les maladies étaient un fléau pour l'humanité et qu'il fallait combattre ces maladies. Mais en réalité, on ne sait pas combattre les maladies, on sait simplement combattre les symptômes de la maladie. Autrement dit, ces maladies qui sont soignées par l'allopathie sont des vraies maladies. Quand je dis vraies maladies, ça veut dire qu'elles nécessitent un soutien médical obligatoire pour que le sujet continue à vivre jusqu'à sa mort, malheureusement, sans jamais être guéri. Le naturopathe n'a donc pas la compétence pour traiter les maladies invalidantes. L'allopathie, qui bénéficie des apports de la science moderne, est la mieux positionnée pour prendre en charge ces malades. Ces maladies, que l'on appelle chroniques, ou bien qu'on appelle aussi affections de longue durée, affectent pour notre France 24 millions d'individus. Ça représente à peu près un tiers de la population. Et ce tiers de la population consomme à lui seul plus de 60% des ressources de l'assurance maladie.
Ça correspond environ à 150 milliards. Et comme ces maladies chroniques, qui ne peuvent donc jamais être guéries et qui demandent toujours des soins, augmentent, eh bien, la dépense budgétaire augmente en parallèle. Et on estime qu'en 2030, il faudra 40 milliards de plus pour soigner ces malades. 40 milliards de plus, c'est énorme, c'est quelque chose qui devient exponentiel. Et l'interrogation de nos politiques et de nos ministères de l'économie se dit que jamais nous ne pourrons avoir assez d'argent pour pouvoir soigner l'ensemble de ces personnes. La naturopathie est donc une médecine d'accompagnement dans ce que nous nommons maladie guérisseuse ou maladie aiguë pour l'allopathe. Les symptômes de ces maladies aiguës témoignent de l'entreprise organique pour retrouver le fonctionnement idéal de l'organisme, c'est-à-dire la santé. Le naturopathe, dans son accompagnement, n'utilise aucun produit antisymptomatique afin de ne pas nuire aux forces en action. Le naturopathe se borne à contrôler le bon fonctionnement du processus en le tempérant parfois, en le stimulant parfois, en l'arrêtant pour le reprendre un peu plus tard. L'important, c'est qu'il se cale sur les besoins de l'organisme le temps nécessaire pour que le corps retrouve son équilibre. Donc, la santé est quelque chose qui nous appartient en propre, au plus profond de nous-mêmes. Ce n'est pas le naturopathe qui le détient, ce n'est personne qui le tient, ce n'est pas un politique, ce n'est pas un scientifique, c'est quelque chose que nous avons à notre naissance. Ce quelque chose est géré en nous par ce qu'on appelle le système reptilien, ce cerveau que nous avons depuis la naissance, que les animaux possèdent et ont toujours conservé, comme nous autres, nous avons conservé, sauf que nous avons ajouté à ce cerveau, avec le temps, un cerveau qui nous a apporté le symbolisme, la réflexion, la pensée, qu'on appelle le néocortex. En réalité, tout a été programmé à la naissance pour que nous restions en bonne santé tout le temps de notre longévité et, plus encore, mourir en bonne santé, chose qui maintenant n'existe pratiquement plus. On voit que la mort des humains sont des morts difficiles, compliquées, qui demandent une assistance. D'ailleurs, on meurt à l'hôpital, on ne meurt même plus à la maison, on meurt à l'hôpital sous traitement allopathique. Donc, c'est quand même quelque chose qui devrait nous alerter. Mais nous trouvons ça normal parce que c'est la majorité des individus qui finissent comme ça. Et statistiquement, comme tout le monde meurt à l'hôpital, eh bien, il est normal de mourir à l'hôpital. Non, on peut mourir en bonne santé, s'endormir le soir, sachant que sa vie est terminée et on s'endort pour ne plus se réveiller. J'ai eu la chance de rencontrer dans mon pays, au cœur de la France, un vieux paysan qui un jour me dit, il était âgé, il avait 80, presque 90 ans, et il me dit un jour, ah, tu sais, Saint-Pierre n'a pas voulu de moi cette nuit. Ah, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il dit, j'ai failli mourir, mais c'était pas mon heure. J'avais encore un petit peu de temps pour moi. Et quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, il a réuni sa famille le soir. Il a dit, écoutez, cette nuit, je vais m'endormir et ne plus me réveiller. Donc, il a prévenu sa famille. Il a dit, je suis au bout, je m'endors, n'ayez aucune crainte, aucune peur, je n'ai pas peur de rien. Je m'endors, mais demain matin, je serai mort. C'est ce qu'il a fait. Incroyable. Aucune souffrance, rien du tout. Il s'est endormi pour ne pas se réveiller. C'est ça les morts naturelles. Malheureusement, nous ne sommes plus dans cette situation. L'accompagnement que le naturopathe utilise dans les crises curatives ne nuit donc pas aux symptômes, surtout pas, alors que tout médicament contrarie justement ce phénomène d'auto-guérison. Cette manifestation salutogène non seulement restitue la santé, mais elle la renforce. Quand je dis qu'elle la renforce, c'est l'expérience de la crise même que le corps va enregistrer qui fait que si dans le futur, la même difficulté apparaissait, le corps saurait retrouver les mécanismes qui lui a permis de rééquilibrer, de réharmoniser ses fonctions. Autrement dit, chaque fois que nous avons une maladie autoguérisseuse qui arrive à son terme, nous devenons encore plus sains et encore plus résistants. Le deuxième questionnement concernant ce thème de la journée était le naturopathe acteur de la santé intégrative. Ah, c'est intéressant. L'idée de santé intégrative est apparue aux États-Unis dans les années 1990 dans le contexte du traitement des maladies chroniques. N'oubliez pas ça, dans le contexte des traitements des maladies chroniques. Effectivement, dans les maladies chroniques, les traitements sont indispensables
Pourquoi? Parce que les insuffisances organiques ou fonctionnelles ne permettent plus d'assurer l'équilibre général, le métabolisme général, et ça entraîne des troubles, des perturbations, etc., qui fait que les sujets ont vraiment des handicaps de vie. Ces traitements qui sont utiles, mais qui sont lourds, qui sont iatrogènes, c'est-à-dire qui induisent aussi des conséquences par eux-mêmes, sont, sont des traitements qui s'adressent à la maladie. Mais le système de la médecine allopathique qui a un protocole spécifique pour traiter la maladie oublie le patient. Et le patient, dans cette situation, est soigné pour sa maladie, mais pas pour lui-même. Évidemment, il a tendance à se révolter en disant mais je ne suis qu'un numéro, je ne suis que, on me considère comme une machine, etc. Je dois prendre des pilules, etc. On me dit même pas pourquoi, etc. Donc le malade s'est un peu rébellé. Et les médecins, quand même, qui ont un peu de compassion, se sont dit mais ne pourrait-on pas les aider d'une autre façon, puisque nos médicaments ne permettent pas ou induisent cette situation. Et en dehors du cadre allopathique officiel, certains médecins ont commencé à faire intervenir des techniques qu'on dira naturelles, qui peuvent être le tai chi, qui peuvent être le yoga, qui peuvent être l'art-thérapie, qui peuvent être la naturopathie ou la sophrologie, etc. On n'a pas fait de différence entre tout cela, mais on s'est rendu compte que l'aide de ces techniques améliorait les conditions générales du malade, ce qui permettait parfois à l'allopathie de baisser son traitement, avoir moins besoin de médicaments, donc réduire l'effet iatrogène. Et deuxièmement, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient un meilleur confort de vie, une certaine aspiration dans la vie qu'ils perdaient par rapport au traitement. Et en même temps, ces phénomènes-là ont permis quelquefois d'allonger la vie du patient. C'est ce que les médecins ont appelé les médecines complémentaires, les thérapies complémentaires. Mais il faut bien comprendre que ces thérapies complémentaires ne le sont que dans le cadre des maladies chroniques, lesquelles s'ajoutent au traitement de base, qui est le traitement allopathique. La naturopathie, en tant que médecine de santé, n'a pas sa place dans un protocole thérapeutique spécifique à la maladie. C'est un non-sens scientifique. Comment croire que l'on peut faire de la santé en prescrivant des médicaments qui intoxiquent, qui dérèglent les fonctions, qui s'opposent aux capacités naturelles de l'organisme à se rééquilibrer de lui-même? C'est un non-sens. Il n'est donc pas possible de faire collaborer la médecine naturopathique avec la médecine allopathique. Si maintenant le naturopathe peut collaborer avec l'allopathe dans les cas des maladies chroniques, nous sommes bien d'accord, ce sont ces connaissances du naturopathe dans le domaine de l'hygiène vitale qui lui permet de soutenir les forces vitales du sujet, laquelle lutte en continu pour maintenir la vie. Autrement dit, lorsqu'une fonction a besoin d'être soutenue par des médicaments ou d'autres interventions, en parallèle, le naturopathe, non pas par la faculté d'accompagner la force guérisseuse qui aboutit à la santé, parce qu'elle n'est plus possible, mais il permet d'améliorer les fonctions organiques qui ne sont pas encore affectées. Donc, globalement, c'est un soutien qui est justifié. Mais ce soutien de l'hygiène vitale s'adresse à la partie saine et non à la partie malade qui a besoin d'un médicament. Dans le cas des maladies aiguës, des maladies autoguérisseuses, il est bien évident que la prescription médicamenteuse ne doit pas avoir lieu. Sinon, elle enraye le processus autoguérisseur qui fait que le sujet, au lieu de se guérir, verra ses symptômes disparaître. Certes, c'est un confort, c'est assez magique, mais le malade va à nouveau rechuter, soit dans la même forme pathologique, soit dans une forme différente. Évidemment, c'est comme cela, en neutralisant par maladresse ou par incompréhension les maladies aiguës guérisseuses, on aboutit à des maladies chroniques. Autrement dit, tant qu'un sujet est capable de faire des maladies aiguës, il a la capacité de maintenir sa santé. À partir du moment où il perd cette capacité de faire des maladies guérisseuses, il rentre dans des pathologies lourdes qui laisseront un handicap à vie et qui ne permettront plus aux malades de retrouver la santé. Donc, il faut bien comprendre cette différence. Si on la comprend, on n'a aucun problème pour collaborer. Si maintenant on reste sur la notion que la naturopathie refait de la santé, évidemment, c'est incompatible avec le protocole allopathique. C'est donc cette médecine intégrative, telle qu'elle est proposée, ne s'intéresse pas à la santé. Elle concerne donc uniquement la prise en charge de la maladie et du malade, les deux, ce qui est un mieux. En vérité, on ne devrait pas parler de médecine intégrative, on devrait parler de
traitement intégratif. Ça serait beaucoup plus juste et ça éviterait cette confusion des genres. Ça, c'était ma deuxième question. La troisième, c'est au service du bien-être global. Qu'est-ce donc cela, le bien-être global? Eh bien, cette affirmation fait référence aux injonctions de l'OMS qui demandent aux nations membres que leur population soit, entre guillemets, dans le meilleur état de santé possible. Meilleur état de santé possible. Alors, prenons la définition que vous connaissez probablement, mais je la redis, la définition de la santé par l'OMS. C'est un état complet de bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Je pourrais dire d'infirmité ou de handicap. C'est la même chose. La médecine moderne, qui a été officialisée dans presque tous les pays en réponse aux orientations de l'OMS, est incapable de promouvoir la santé, bien qu'elle le dit. C'est ce qu'elle dit. Elle dit nous agissons pour la promotion de la santé. En vérité, elle ne promeut pas de santé. En effet, les traitements chimiques qui sont administrés aux animaux, aux humains, bien sûr, aux plantes, se révèlent dangereux sur le long terme. Ce phénomène porte un nom désormais que nous connaissons. Ça s'appelle la pollution chimique. Et cette pollution chimique, elle est partout. Elle atteint l'ensemble des organismes vivants. Cette pollution est responsable actuellement, et nous en sommes conscients et nous pouvons le vérifier, de la réduction de la biodiversité. Autrement dit, elle nuit à la vie terrestre. Elle est cause de la disparition d'espèces et elle menace même notre propre existence. Donc, il faut être bien conscient que cette médecine scientifique moderne n'a pas la capacité de nous redonner la santé. D'ailleurs, si c'était le cas, nous sommes de mieux en mieux soignés, la totalité de la population en France est prise en charge par l'assurance maladie et nous sommes de plus en plus malades. Il y a donc un vrai problème qu'il va falloir régler parce que nous ne pouvons pas continuer dans cette voie, sinon nous allons courir à la catastrophe. En réalité, seules les médecines vitalistes sont respectueuses de la vie, car leur intervention s'effectue toujours dans le sens de l'amélioration de la santé individuelle et collective. Je rappelle que la santé est le pacte de solidarité entre toutes les espèces vivantes de la planète. Et tous les êtres luttent durant leur vie pour maintenir leur santé. Si une espèce est en souffrance, c'est toute la chaîne de la biodiversité qui est affectée. Quel est l'être vivant sur cette planète le plus malade? Eh bien, c'est l'homme. Il peut être atteint de plusieurs milliers de maladies. Il n'y a aucun être qui peut être affecté, ça fait ça. Plusieurs milliers de maladies. C'est incroyable. On voit que les études de médecine sont compliquées parce que s'il faut pouvoir poser un diagnostic sur toutes ces maladies, c'est vraiment un tour de force. Néanmoins, cet homme qui est malade, l'homme est malade, il est malade partout sur la planète, il souffre beaucoup, eh bien, il est la cause de la souffrance, justement, de tous les autres êtres vivants. Et nous sommes maintenant conscients que notre responsabilité est importante sur la vie des plantes, sur la vie des animaux, sur la disparition des espèces. Nous sommes responsables parce que nous sommes malades. Donc, la première chose à faire, si nous voulons améliorer la qualité globale de la vie terrestre, il faut commencer par être en bonne santé. Et je pense que la santé de la planète commencera par la santé de l'humain. Évidemment, nous ne pourrons pas faire l'un sans l'autre. À quoi ça servirait de, je sais pas, manger biologique, d'avoir une hygiène de vie, etc., alors que notre environnement nous pollue par l'eau, par l'air que nous respirons, ça serait inconcevable. Donc, il faut agir sur les deux. Mais l'homme doit commencer par lui-même. C'est lui qui a commencé à dérégler l'ensemble du système vivant terrestre. Donc, c'est à lui de prendre sa part. Si nous voulons que les injonctions de l'OMS soient respectées et que les médecines ne se combattent plus, et trouvent leur juste utilisation, il faut repenser globalement la médecine. Repenser globalement la médecine. La priorité est avant tout l'entretien et le renforcement de la santé. Personne ne peut me contredire. Et je dirais que la santé est la seule, entre guillemets, thérapie préventive de la maladie. On ne risque pas d'être trop sain, ça n'a aucun inconvénient, mais plus on est sain, plus on résiste à la maladie. Et ce ne sont pas les médicaments chimiques qui peuvent nous laisser espérer la santé. Donc, les seules médecines qui ont cette compétence pour maintenir la santé sont les médecines vitalistes dont la naturopathie fait partie.
Et il y en a trois qui sont actuellement codifiés, reconnus par l'OMS, qui gère l'ensemble du système de santé mondial. C'est la naturopathie, la médecine ayurvédique et la médecine chinoise. Elles ont d'ailleurs les mêmes origines philosophiques avec des nuances qui ont évolué au fil du temps, mais elles sont toutes de nature vitaliste, c'est-à-dire qu'elles sont capables de stimuler les fonctions autoguérisseuses de l'organisme pour maintenir la santé. Et en même temps, ces trois médecines ont une hygiène de vie pour rester en bonne santé, ce que n'a pas la médecine allopathique. La naturopathie peut intervenir de deux façons. Soit elle entretient, voire elle renforce la santé individuelle selon les programmes proposés par l'hygiène vitale, on va en reparler, soit elle accompagne ou provoque la crise d'auto-guérison à seule fin que l'organisme retrouve un fonctionnement optimal. Ce sont les deux actions particulières. Autrement dit, la santé existe, nous sommes capables de l'entretenir, voire de renforcer la santé d'un individu, soit l'individu est en recherche de son équilibre, il est en crise de guérison, et nous pouvons l'accompagner pour que le phénomène se déroule dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas cette situation d'urgence que la médecine allopathique craint d'une façon inconcevable. Et c'est pour ça que la crainte d'une létalité lors d'une maladie aiguë fait que le médecin intervient directement par des antibiotiques, des antipyriques, des anti-inflammatoires, que sais-je, etc., et bloque le mécanisme justement de la guérison. Évidemment, les symptômes qui ont disparu laissent croire à une guérison. Malheureusement, le sujet n'est pas plus sain, il est simplement plus faible et plus malade. Ça veut dire qu'il est encore plus fragile envers de nouvelles agressions. C'est pour ça que la médecine dit, comme il va devenir fragile, on va essayer de prévoir ou de neutraliser des pathologies futures par la vaccination, par exemple. Mais c'est parce que la conception même de la maladie guérisseuse a été éliminée. Dans le cas où l'organisme est incapable de retrouver la santé, c'est possible. C'est lorsque la force vitale, la capacité quand le système nerveux et les glandes endocrines fait réagir les organes sont insuffisants. Donc, il y a là une incapacité de retrouver la santé. Mais aussi lorsqu'il y a des lésions organiques importantes. Lésions organiques, ça veut dire qu'un organe ne peut pas fonctionner normalement à 100%, il fonctionne à 60%, 40%, etc. Et ça ne permet pas à l'économie générale d'être à un niveau parfait. Donc, il y a un handicap de vie. Et puis aussi, il y a aussi des conditions que je dirais inappropriées, des conditions sociales, des conditions environnementales, climatiques. Il fait trop froid, il fait trop chaud, par exemple. Donc, ce n'est pas le moment de mettre en œuvre les processus d'auto-guérison. Donc, on peut attendre, on peut les différer. Mais aussi, quand pour un enfant, les crises curatives ne posent pas de problème. Au contraire, elles sont faciles à gérer. Il a un maximum de vitalité, il a des organes qui sont pratiquement bons à 100% ou qu'un fonctionnement maximal. Et puis, il y a ce qu'on appelle la notion de terrain qui est très faible. Donc, le nettoyage organique, la réponse est rapide. Et quelques jours, en général, suffisent. Quand je dis quelques jours, ça peut être 2 jours, ça peut être 4 jours, ça peut être 8 jours, mais c'est extrêmement rapide. Alors que pour un adulte, les choses sont plus compliquées. Déjà, il a une fatigue sur le plan neuroglandulaire, ce qui fait qu'il n'a peut-être pas l'énergie pour faire agir tous ce fonctionnement organique. Il a peut-être déjà des usures prématurées, fonctionnelles, etc. Ce qui fait que les cures sont difficiles à mettre en place. Mais la naturopathie, dans ce cas-là, elle n'est pas, comment dire, ça ne pose aucun problème pour le naturopathe d'avoir recours à une autre forme de médecine. Et en l'occurrence, nous avons à notre service, entre guillemets, les homéopathes et les allopathes. Sont eux qui vont prendre en charge cette personne. Évidemment, ils vont la prendre en charge pour passer le stade de l'urgence et peut-être parfois qu'ils pourront nous retourner ces malades, nous renvoyer ces malades pour que nous puissions déclencher la crise autoguérisseuse. Ce qui éviterait assurément que ces malades passent en chronicité, car lorsque le malade est en chronicité, les capacités d'auto-guérison ont totalement disparu. Donc, le naturopathe ne peut plus agir. Alors, que devrait être, pour répondre à ces trois questions, un enseignement de qualité et une formation sérieuse pour acquérir ces connaissances et devenir un naturopathe compétent? Alors, je me suis appuyé sur 9 points. Le premier, c'est avoir un aperçu philosophique et historique de la médecine pour comprendre son évolution et sa pratique. Ça me paraît essentiel. Il y a trop d'écoles qui font du formatage plutôt que de la formation. Autrement dit, ce que vous allez apprendre chez moi,
c'est le top de l'enseignement, c'est exclusif, vous n'avez pas à chercher autre chose, vous allez résoudre tous les problèmes avec ce qu'on vous enseigne. C'est totalement faux. La naturopathie a des limites, l'hygiène vitale a des possibilités, la naturopathie a des limites, et les autres médecines ont aussi des raisons d'exister et d'entrer en jeu quand c'est nécessaire. Deuxièmement, l'enseignement doit pouvoir positionner chaque médecine ou aide thérapeutique en fonction de la santé et non en fonction de la maladie. Et je vois encore beaucoup d'écoles de naturopathie qui se disent écoles de naturopathie ou de médecine alternative ou de médecine complémentaire, parce que les mots existent toujours et entraînent une confusion, qui proposent des traitements, qui proposent des traitements naturels des pathologies. C'est inconcevable, ça. Que l'on apporte une petite aide symptomatique, oui, je le comprends, mais on ne peut pas traiter une maladie avec des médicaments qui neutralisent les phénomènes d'auto-guérison. Ça n'est pas concevable, c'est rentrer dans le système, dans la pensée allopathique qui veut qu'une maladie se traite par un médicament chimique ou naturel parce qu'on estime que c'est mieux que chimique. En réalité, la crise curative avec ses symptômes ne doit pas être réprimée. Elle doit au contraire s'exprimer, car c'est cette expression qui aboutit à la guérison. Troisièmement, l'enseignement doit permettre d'acquérir les notions vitalistes qui permettent de comprendre la physiologie et surtout sa finalité. À quoi ça sert d'avoir un bon fonctionnement organique? Eh bien, ça sert simplement à maintenir la santé et à faire que le sujet garde tout au long de sa vie toutes ses capacités physiques, physiologiques, psychologiques, etc. Et l'objectif étant toujours de mourir en bonne santé, de rester actif, dynamique, conscient, lucide et optimiste jusqu'à la fin de sa vie. Quatrièmement, connaître l'anatomie et la physiologie pragmatique. Je dis bien anatomie, physiologie pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de savoir comment est constitué le squelette, comment le squelette est mobilisé par des muscles, comment les muscles sont irrigués pour apporter les éléments nutritifs, etc. Avoir donc une vision d'anatomie et de physiologie globale, mais qui permet aussi d'accéder aux informations pratiques qui fait que des analyses, des bilans sont aussi intéressants pour apprécier le fonctionnement organique. Donc, on doit avoir cette capacité aussi de pouvoir lire un bilan, même si les bilans peuvent être simples, mais on doit pouvoir les lire et les décoder. Cinquièmement, je dirais qu'il faut savoir apprécier les aptitudes vitales d'un organisme pour juger de sa capacité à déclencher ou non l'auto-guérison. C'est très important, c'est ce qu'on appelle le bilan de vitalité. Sans bilan de vitalité, le naturopathe ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il ne peut mettre en place ses cures ou ses techniques naturelles qu'en fonction de l'énergie dont dispose le sujet. S'il n'est pas capable de faire ce bilan, il est incapable d'appliquer la naturopathie. Alors, je sais que beaucoup de naturopathes ne le font pas, ne savent pas faire, et dans ce cas-là, que font-ils dans leur pratique courante? Ils font de la prescription. Ça s'appelle des biothérapies. Autrement dit, le malade dit, j'ai mal à l'estomac, que puis-je faire? Eh bien, je vais vous donner quelques plantes, par exemple, un peu d'argile, que sais-je, un peu de réglisse, etc. Enfin, quelque chose qui améliore la situation. En réalité, cette prescription-là est intéressante, elle peut soulager, mais elle n'apporte pas la réponse. Et ça n'est pas de la naturopathie que de faire de la biothérapie. Même si un conseil, une aide, un petit coup de pouce peut être donné parce que ça permet de faciliter la vie, ça permet de neutraliser une petite souffrance, etc. Mais en tout cas, cette prescription ne doit pas enrayer le phénomène de l'auto-guérison. Le sixième point, c'est que le naturopathe doit pouvoir maîtriser les cures qui correspondent aux besoins individuels. La situation dans laquelle est le sujet correspond à une cure qui peut s'appeler désintoxication, qui peut s'appeler revitalisation, qui peut s'appeler stabilisation, qui peut s'appeler régénération. Autrement dit, ces cures doivent être choisies en fonction de l'état du patient et de l'objectif que l'on se fixe. Et c'est à l'intérieur de ces cures que l'on positionnera les techniques naturopathiques. Donc, les techniques naturopathiques, il y en a 10, vous les connaissez, je ne vais pas les rappeler, ce n'est pas la peine, mais ces techniques doivent être hiérarchisées en fonction des besoins. Il n'y a pas une technique qui est plus importante qu'une autre. C'est en fonction du besoin de l'organisme, du coup de pouce qu'on va donner à l'organisme pour qu'il déclenche ou qu'il assure ou qu'il poursuive sa cure guérisseuse.
C'est comme cela qu'on doit utiliser les techniques. Ensuite, eh bien justement, c'est posséder la meilleure connaissance dans les 10 techniques. Je dis bien les 10. Pourquoi? Parce que dans une situation particulière, un choix peut être plus judicieux qu'un autre pour un individu donné. Autrement dit, chaque individu a besoin d'une aide. Mais cette aide, elle peut se trouver dans une des 10 techniques ou dans plusieurs techniques. Et dans chaque technique, il y a des moyens différents. Est-ce que, par exemple, si je dois utiliser l'hydrothérapie parce que ça me semble une technique qui correspond aux besoins de l'organisme, dois-je faire un bain chaud ou un bain froid? Dois-je faire un bain froid général ou un bain froid local? Vous voyez? Dois-je faire, je sais pas moi, une sudation, par exemple, ou au contraire, ne pas faire de sudation, chercher plutôt du froid pour revitaliser? Autrement dit, dans la connaissance des techniques et des moyens techniques permettent de choisir exactement, entre guillemets, la bonne thérapie qui va entrer dans la cure que j'ai désignée tout à l'heure, désintoxication, revitalisation, etc. Car ce sont les mêmes techniques que l'on utilise dans les 4 cures. Ce sont les mêmes techniques. Sauf que ce sont les mêmes techniques, elles agissent de façon différente en fonction de l'objectivité que nous recherchons. Ça, c'est une maîtrise des techniques. Et je me rends compte que peu de naturopathes l'ont, ou bien ils se sont sélectionnés dans une des techniques. Ils sont devenus un spécialiste de la phytothérapie, un spécialiste de l'activité physique, un spécialiste en psychologie ou en relaxation, un spécialiste en hydrothérapie. En réalité, un naturopathe ne peut pas être spécialiste. Ce qui est important, c'est que la connaissance importante de l'ensemble de ces techniques permettent de construire une cure parfaitement adaptée à l'individu. Et chaque cure est unique. Chaque individu est unique, chaque cure est unique. Ensuite, il faut que l'enseignement permette à chacun de développer sa compétence. On ne sera jamais assez compétent et on acquiert de la compétence toute sa vie, non seulement pendant les études, mais surtout après les études. Et en même temps, il faut être conscient d'avoir une grande humilité. Pourquoi une grande humilité? Parce que la science naturopathique n'est pas une science véritable, c'est un art. Et dans tous les arts, il y a une appréciation subtile qui ne se traduit pas seulement par des règlements physiques ou chimiques, mais aussi on estime la vie, on estime la notion de pensée, de spiritualité, qui est une particularité propre à l'homme. Et ça ne peut pas se mettre en équation. C'est quelque chose qui s'apprécie. Donc c'est pour ça que la naturopathie reste un art et non pas une science. Elle est une science dans les réactions physiologiques. Elle peut être considérée comme une science, mais dans les autres domaines que constitue l'humain, la science n'est pas adaptée pour cela. Donc, la médecine restera un art et nous devons avoir un degré d'unité très important pour justement savoir que nous ne possédons pas toutes les connaissances. Et puis, garder toujours en tête, et l'enseignement doit le donner, qu'il n'y a pas de, de médecine supérieure ou inférieure. Toute intervention est réellement salutaire lorsqu'elle est justifiée. Je dis bien toute intervention lorsqu'elle est justifiée. Ça veut dire que chaque thérapeute peut avoir à un moment précis ou dans une circonstance donnée une intervention salvatrice. C'est pour ça qu'il faut savoir se faire aider aussi, car il est évident qu'on ne pourra pas tout connaître, c'est pas possible. On ne pourra pas tout maîtriser. Mais peut-être que certains confrères qui ont une spécialisation peuvent être notre recours. Isupnat, qui est la continuité de l'Institut Alain Rousseau, s'efforce de maintenir ce haut niveau de formation. Et je remercie à ce titre la direction et les formateurs qui se donnent beaucoup de mal pour faire valoir la différence de l'enseignement qu'ils dispensent entre toutes les formations proposées en médecine alternative ou en médecine complémentaire. Alors, pour conclure, comment évoluera la médecine? D'abord, je ferai un constat. Alors que la technologie médicale progresse, l'art médical régresse. Après une résistance tenace de la médecine scientifique actuelle, soutenue par la puissance des laboratoires et le lobbying auprès des autorités qui ont la responsabilité de la santé dans le pays, le déclin est en marche. Un boulevard s'ouvre, car nous devons reconsidérer nos agissements envers la vie individuelle et la vie collective, c'est-à-dire celle de la planète. La naturopathie s'inscrit dès lors dans une démarche écologique. Donc, il nous faut être prêts. Prêts à quoi? Prêts à assumer notre rôle, mais nous devons rester extrêmement vigilants afin que le système de soins actuel tel qu'il est proposé
ne nous marginalise pas et retarde notre entrée dans les systèmes de santé publique. À nous d'être sur nos gardes, car il est fort possible que la naturopathie soit relayée comme petite technique complémentaire dans le traitement des médecines chroniques, alors que ce n'est pas notre vocation première. Et je vous ai expliqué que la naturopathie était fait faire de la santé et que la santé est quelque chose qu'il va falloir un jour mettre en œuvre parce que nos conditions de vie deviennent de plus en plus précaires.